Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse UPR de la semaine du 22 au 28 octobre 2018. À la une cette semaine, nouvelle hausse du chômage au troisième trimestre 2018. En moyenne, entre juillet et septembre, en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a augmenté de 0,5%, soit 16 300 chômeurs de plus. Le chiffre baisse toutefois sur un an, moins 1,2%. Mais si l'on prend en compte le spectre le plus large et que l'on se penche sur le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi, c'est-à-dire les catégories A, B et C, le chiffre grimpe à 5 649 600 personnes, soit une hausse de 0,4% sur ce trimestre, plus 21 700, et de 0,6% sur un an. Source Libération, 25 octobre. Les gouvernements successifs échouent à mettre un terme au chômage de masse, qui ne fait qu'empirer, puisqu'il est une conséquence directe de notre appartenance à l'euro et à l'Union européenne. Dans un contexte où l'hyperconcurrence et les délocalisations sont encouragées, avec une monnaie qui nuit à leur compétitivité, les Français ne peuvent être que perdants. Il n'y a qu'une solution viable, et une seule, pour arrêter ce désastre, qui ne cesse de s'amplifier année après année. Cette solution, c'est le Frexit. France. François Asselineau, invité de Patrick Roger, pour la matinale de Sud Radio, à 7h40, le 26 octobre 2018. Je serai tête de liste aux européennes. Là, nous allons effectivement participer aux élections européennes. Je peux même vous dire que je serai tête de liste aux élections européennes qui auront lieu, je vous le rappelle, le 26 mai 2019. C'est un dimanche de l'année prochaine. Et je mènerai une liste, avec d'ailleurs quelques personnalités certainement d'ouverture, une liste pour appeler tous les Français à se rassembler pour mener à bien le Frexit, comme les Britanniques mènent à bien le Brexit. A expliqué le président de l'UPR. Source UPR, 26 octobre. Le président de l'UPR a plus longuement développé ses propos lors d'un entretien cette semaine sur TV Liberté, où il analyse aussi les dernières actualités nationales et internationales. Elsace, une collectivité unique avec les compétences des départements et des compétences particulières. Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires, a annoncé mercredi 24 octobre la création d'une collectivité unique d'Alsace dotée de compétences particulières. Elle est attendue ce vendredi 26 octobre en Alsace. Source, les dernières nouvelles d'Alsace, 24 octobre. C'est le démantèlement national qui commence, malgré l'échec au référendum de 2013 sur la création d'une collectivité territoriale d'Alsace. Le gouvernement a décidé de le piétiner sans vergogne, témoignant ainsi, pour la énième fois, de son caractère dictatorial. La démocratie n'est plus qu'une façade en France, comme on le sait depuis la violation du non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Le Conseil d'État valide la création d'un méga fichier regroupant les données personnelles de 60 millions de Français. Le méga-fichier, regroupant les données personnelles de tous les Français, va pouvoir voir le jour. Le Conseil d'État a rejeté ce jeudi les requêtes demandant son interdiction. La juridiction estime que sa création ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux droits des personnes et au respect de leur vie privée. Source 20 minutes, 18 octobre. À l'heure de la surveillance généralisée, de l'espionnage massif, révélé par Edward Snowden, et des tendances autoritaires en France et en Europe, ce genre de fichier est une menace potentielle grave pour les libertés publiques. Il devrait, à minima, faire preuve d'un débat national.
À Beauvais, les salariés de Froneri se mobilisent pour sauver leur emploi. Le 10 octobre, 317 salariés de l'usine Froneri de Beauvais ont appris que le site allait fermer en mars 2019, et ce malgré une bonne santé économique. Samedi 27 octobre, les employés de cette usine, qui fabrique des glaces pour Nestlé, ont essayé de sensibiliser la population à leur situation. Source France 3, 28 octobre. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, continue de faire des ravages en interdisant de contrôler les délocalisations industrielles. Le phénomène est aggravé par l'euro, qui est trop cher pour que nous puissions avoir des exportations compétitives. Pendant ce temps-là, et malgré l'urgence, Mélenchon et l'extrême gauche refusent de sortir de l'Union européenne et de l'euro, par pur dogmatisme, et égarent les Français en leur faisant miroiter des projets fumeux d'autres Europes, dont tout le monde sait qu'ils ne verront jamais le jour. Les salariés ont planté des croix devant le site de production pour protester contre la décision du groupe Nestlé. C'est une action de protestation émouvante, mais assez vaine. Il serait bien plus efficace de brandir des affiches dénonçant les traités européens et appelant toutes les victimes des délocalisations à se rassembler derrière l'Union populaire républicaine. Des Français veulent construire l'ordinateur quantique le plus puissant du monde. 3 instituts de recherche grenoblois viennent de remporter 14 millions d'euros pour mettre au point un ordinateur quantique de 100 qubits, une puissance encore jamais atteinte. L'informatique quantique est un développement technologique récent qui démultiplie les capacités de calcul des machines. Source Les Échos, 23 octobre. Mais qu'est-ce qu'un calculateur quantique, professeur Racco? Un calculateur quantique? Eh bien, c'est compliqué. En informatique quantique, on utilise le même principe à ce que l'on appelle les bits quantiques, ou qubits, qui ne prennent pas comme valeur 1 ou 0, contrairement aux bits, pour reprendre l'exemple du chat, vivant ou mort, mais une superposition de 0 et de 1. Les deux valeurs étant possibles simultanément. Alors dit comme ça, peut-être que ça ne vous parle pas plus que ça, mais en informatique, ça permet littéralement de passer outre les barrières actuelles. Prenons un exemple concret. Dans ce joli compteur à 5 cases, pouvant afficher jusqu'à 99 999, si on demande à un ordinateur classique fonctionnant avec des bits de nous donner le chiffre maximal, celui-ci n'aura d'autre choix que de passer en revue tous les chiffres dans l'ordre de 0 à 99 998 avant d'arriver au bon résultat. Dans un ordinateur quantique fonctionnant avec des qubits, celui-ci, grâce au principe de la superposition, réagirait comme ceci. Chacune des 5 cases au compteur, autrement dit un bit, nous représentant plus une seule valeur, mais une superposition de valeurs, démultipliant ainsi la vitesse de calcul. Bon après, gardez bien en tête que c'est un exemple pour expliquer simplement, puisqu'un ordinateur classique travaille uniquement avec des 1 et des 0, tout comme un ordinateur quantique, à la différence que celui-ci peut avoir les deux valeurs en même temps avec la superposition des 1 et des 0. Ainsi, un ordinateur à 4 qubits, pour exemple, calculera, grâce à ce mode de fonctionnement, 16 fois plus rapidement qu'un ordinateur classique à 4 bits, et ainsi de suite à chaque augmentation de qubits. Donc voilà, c'était le fonctionnement des qubits en simplifié. Personne ne suit, on continue. Jusqu'ici, les États-Unis et la Chine faisaient la course en tête dans ce domaine très sensible. Par ce projet, la France montre à qui en douterait qu'elle n'est pas trop petite pour innover dans les branches les plus exigeantes de la recherche contemporaine. Les SMS d'Alexandre Benalla s'effaçaient en direct pendant sa garde à vue. Interrogé par les policiers en garde à vue, l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron a constaté que ces SMS étaient progressivement effacés, alors qu'il les lisait avec les policiers. On apprend par ailleurs, lors de son audition, que l'Élysée peut contrôler son téléphone à distance. Source Marianne, 25 octobre. Que cache-t-on en haut lieu? Ne faut-il pas que la responsabilité des donneurs d'ordre de Benalla soit profonde pour en arriver à des méthodes mafieuses? Quelle est la responsabilité de Macron?
même si le locataire de l'Elysée est probablement derrière tout ce micmac, et que tout sera fait pour entraver le cours de la justice, le mal est fait. Macron a irrémédiablement perdu la confiance des Français. Et la fin de son quinquennat, s'il parvient à achever son mandat dans 4 ans, a toute probabilité d'être des plus pénibles pour tout le monde. Bonjour tout le monde! Nous avons décidé de rajouter une petite touche personnelle à la revue de presse. Brigitte Macron reste fidèle à la ganterie de Millau, dans l'Aveyron. Un article d'après le millavois.com. D'après cet article, elle aurait mis des gants en cuir de la maison Fabre à Millau. C'est une célèbre manufacture de gants, de luxe d'ailleurs. Donc voilà. Encore une fois, la presse nous raconte la vie du couple Macron. Après Madame Macron et la vaisselle de l'Élysée, Madame Macron et la piscine, Madame Macron et la peinture grise à l'Élysée, voilà Madame Macron qui est fidèle à la ganterie de luxe de Millau dans l'Aveyron. Bref, c'est comme Martine à la plage, sauf que Martine n'a pas de goût de luxe et qu'elle ne vit pas avec les impôts des Français. Et pendant ce temps, on nous demande de courber les chines concernant toutes les choses qui changent et en particulier le prix du carburant. Car c'est en nous rajoutant des taxes que l'on comprendra que l'on doit changer nos modes de vie et cesser d'utiliser nos voitures pour faire diminuer les gaz à effet de serre. On nous prend vraiment pour des abrutis et on nous traite comme des gamins attardés. Eh oui! France, réforme fiscale et sociale. Gérald Darmanin admet que les recettes fiscales du loto du patrimoine n'iront pas au patrimoine. Le jeu de la FDJ, destiné à financer la restauration des monuments historiques, avait été impulsé par Stéphane Bern. Je crois qu'il s'est fait berner. Et il a rencontré un grand succès auprès des Français. Hélas, la société, et je rappelle que la FDJ a été privatisée, a empoché les frais de participation de très nombreux joueurs, mais l'État a aussi prélevé des taxes importantes sur ces transactions. Si les bénéfices iront bien au patrimoine, les taxes, elles, ne lui seront pas reversées, ce qui divise par 2 le montant alloué au patrimoine. Source Huffington Post, 22 octobre. C'est Stéphane Bern qui va être déçu après les promesses de Macron, comme 70% des Français. Vers une hausse des tarifs des mutuelles, après une réforme du reste à charge zéro. Soins optiques, dentaires et auditifs, grâce au reste à charge zéro, ces dépenses seront bientôt remboursées à 100%. Mais, selon une étude que LCI a pu consulter, une hausse des tarifs des complémentaires santé est toutefois à prévoir. Elle serait notamment subie de plein fouet par les retraités. Le gouvernement réaffirme pour sa part que les prix des mutuelles n'augmenteront pas. Source LCI 23 octobre. Le « en même temps » macronien est particulièrement cynique. Les quelques avantages fiscaux et sociaux donnés de la main droite sont repris de la main gauche par la hausse des coûts et des taxes. Les plus vulnérables, pauvres, retraités, jeunes, chômeurs, en sont les premières victimes. La réforme de la fiscalité locale remise à plat. L'exécutif, qui était favorable au transfert de la taxe foncière des départements aux communes, pour compenser la suppression de la taxe d'habitation, recule devant la multiplication des opposants. Source Les Échos, 22 octobre. Assurance chômage, la réforme s'annonce ardue. Pressés par le gouvernement, syndicats et patronats ont entamé ce mercredi des négociations pour trouver des économies sur l'assurance chômage et réformer le système existant. Source Le Figaro, 23 octobre. Négocier une réforme dans un cadre contraignant qui a été préalablement soustrait à la discussion démocratique est un jeu de dupes. En dépit d'une dramatisation médiatique qui voudrait nous faire croire à un affrontement épique, il n'y a aucun suspense, car le match est truqué. Les partenaires sociaux ne négocient que sur des détails,
l'essentiel est défini par l'Union européenne et ses GOPÉ. France, conséquence des grandes orientations de politique économique, GOPÉ. Désaffection des médecins, manque de moyens, la psychiatrie en déshérence. Profession peu attractive, pathologie mal connue du grand public, ressources insuffisantes, la psychiatrie française s'enfonce dans la crise et les mouvements dans les hôpitaux se multiplient. Source Le Figaro, 24 octobre. Au moment même où la grande crise économique de 2007 continue de produire, par ses conséquences directes et indirectes, un nombre impressionnant de troubles mentaux et de souffrances psychologiques en tout genre, dépression, anxiété, etc., les professionnels de la santé mentale voient leurs conditions de travail se dégrader de plus en plus. Si cette logique est contradictoire, c'est parce que l'existence même des services publics à la française dans le cadre de l'Union européenne est une contradiction schizophrénique. Article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À Amiens, le personnel du centre hospitalier Philippe Pinel est en grève depuis le 15 juin contre le manque de moyens accordés à la psychiatrie. Maternité en péril dans le Haut-Rhin. Le personnel dépité. Dans le viseur de l'Agence régionale de santé d'Alsace, la maternité de Thann devrait se transformer en centre de périnatalité au printemps. Le personnel, en colère et dans l'incompréhension, a décidé de réagir. Source l'Alsace, 23 octobre. Personnel soignant et administratif frustré, usagers déçus, santé en danger. Le gouvernement poussera-t-il le cynisme jusqu'à dire que, de toute façon, à cause de la crise, les Français font moins d'enfants? Université Rennes 1. Des dizaines de postes d'enseignants-chercheurs menacés. En raison d'un déficit budgétaire, le rectorat envisage de supprimer 120 postes à l'université de Rennes 1, selon l'intersyndicale. Le président de l'université parle quant à lui d'un effort sur 82 postes, sans licenciement. Source Le Figaro étudiant, 25 octobre. L'enseignement supérieur, comme le secondaire, souffre de coupes budgétaires régulières qui ne peuvent que se répercuter, finalement, sur la masse salariale. Le personnel partant à la retraite n'est pas remplacé. Des travailleurs précaires ne sont pas titularisés. Que ce soit chez les professeurs, le personnel administratif ou les agents d'entretien et de sécurité. L'austérité budgétaire européenne dégrade également ce service public, pourtant indispensable à la préparation de l'avenir de la nation. La bonne nouvelle du jour! Les rémunérations du CAC 40 s'envolent. Les rémunérations des dirigeants du CAC 40 ont progressé de 14% en 2017 pour atteindre en moyenne 5,1 millions d'euros. Source La Croix, 25 octobre. Tout le monde n'est pas perdant dans la politique de Macron dictée par l'Européenne Union. Les plus riches et les grandes entreprises s'en sortent très bien. Et c'est d'ailleurs très exactement pour cela qu'ils l'ont fait élire. En orchestrant une véritable propagande médiatique, piétinant les règles les plus élémentaires d'une démocratie loyale et transparente. Je suis pas content! France, exception industrielle. Coup d'envoi du futur porte-avions français. La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé le lancement des études préliminaires pour le futur porte-avions français. Mais celui-ci ne devrait pas être disponible avant 2035 ou 2038. Source Challenge, 23 octobre. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais elle a toute l'apparence d'un effet d'annonce. Car outre qu'il ne s'agit que de lancer une étude préliminaire, au coût dérisoire, sa très hypothétique réalisation n'est prévue que pour dans 20 ans. Il reste à espérer que le gouvernement ne se lancera pas dans un projet de porte-avions européen ou franco-allemand, voué à l'échec, comme c'est le cas pour le futur avion de combat. Le Charles de Gaulle, en rénovation depuis 2017, repartira en mission dans l'océan Indien au début de 2019. La firme nippone NTN investit dans les forges françaises. À contre-courant du déclin dans ce secteur, NTN va investir dans son usine de Crésancy dans l'Aisne.
Il veut en faire sa plateforme de référence pour l'activité de forge du groupe. Source Les Échos, 25 octobre. La France recèle encore un fort potentiel industriel, avec un grand savoir-faire et la hausse de la demande mondiale dans certains secteurs. En se débarrassant de l'euro, qui pèse structurellement sur notre compétitivité, de tels exemples pourraient se multiplier. Union européenne. La Belgique choisit le F-35 pour son armée de l'air. Le gouvernement belge a annoncé jeudi l'achat du F-35 américain au détriment du Rafale français. Source France 24, 26 octobre. Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? J'ai pas fait l'accent belge. On ne le dira jamais assez, l'Europe de la défense est un mythe. Les dirigeants français continuent pourtant de faire semblant d'y croire, au point de faire du futur avion de combat un projet franco-allemand. On devine d'ici les difficultés des futurs marchés perdus au profit des puissances concurrentes. Une décadence de la République. Hein? Parce que... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français? Oui. Faillite d'hôpitaux en perspective aux Pays-Bas. La privatisation du système de santé montre ses limites aux Néderlanden aussi. En proie à des difficultés financières, 4 hôpitaux néerlandais, sous la coupe d'une compagnie d'assurance, viennent de se déclarer en cessation de paiement. Source RTS, 24 octobre. Peut-on considérer que les services de santé doivent être une activité économique comme une autre? Cet exemple fournit la réponse à cette question. Revenons à nos services publics, qui ne sont pas de simples prestations d'intérêt général, susceptibles d'être privatisées. Communiqué de presse de l'UPR sur le rejet du budget de l'Italie par la Commission européenne. En rejetant le budget du gouvernement de l'Italie, souveraine, la Commission européenne confirme le caractère dictatorial de l'Union européenne et pose un jalon supplémentaire sur le chemin de l'explosion de l'euro. Source UPR, 24 octobre. Et ici encore, je le rappelle, que ce contrôle des budgets par la Commission européenne, qui est non élue, est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit, dans son article 14, « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Et puisque la Commission européenne est nommée et non pas élue, elle n'est pas une représentante des citoyens français, à aucun niveau et à aucun moyen, et d'aucune sorte. Union européenne, Brexit. Brexit sans accord, 3 milliards d'euros d'exportation en moins pour la France en 2019. Un Brexit sans accord se traduirait l'an prochain par des pertes de 3 milliards d'euros pour les exportateurs français de biens. C'est ce que pronostique l'assureur crédit Euler Hermès. Le plus grand perdant au sein de l'Union européenne serait l'Allemagne, avec 8 milliards d'euros de pertes, suivi des Pays-Bas 4 milliards et de la Belgique 3 milliards, ex-aequo avec la France. Source Le Point, 23 octobre. Ainsi, à trop vouloir adopter une position jusqu'au-boutiste, la Commission européenne va faire perdre encore plus aux pays qu'elle est censée défendre. Au bout du compte, les plus lucides commencent à réaliser que le Brexit va être très positif pour le Royaume-Uni et très négatif pour les pays qui restent dans la prison des peuples appelée Union européenne. Même pas peur du Brexit, la cité de Londres, sûre de sa force. On s'est inquiété sur le moment de perdre des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois. Mais ce n'est pas arrivé. On est en train d'en perdre quelques milliers tout au plus pour l'ensemble de la capitale. Confie à l'AFP M. Hayward, président du comité d'urbanisme de la City de Londres. Source Romandie, 22 octobre. Et l'on parle bien ici du secteur qui était le plus à risque pour les Britanniques avec le Brexit. Si l'on regarde l'économie dite réelle,
la production industrielle est au plus haut et le chômage est au plus bas. Et qu'en est-il en France? Selon le gouvernement britannique, il n'y a pas de preuve d'une intervention russe dans les élections. Le gouvernement britannique a informé le Parlement qu'il n'a trouvé aucune preuve d'usage réussi de la désinformation par les puissances étrangères, y compris la Russie, pour influencer les processus démocratiques british, ce qui inclut sans doute possiblement le référendum sur le Brexit. Source Euractiv 24 octobre en anglais. L'idée selon laquelle les Russes auraient permis au Brexit est bien une information mensongère. Des fausses nouvelles, les fake news, comme on le dit dans le monde anglo-saxon. Que seuls peuvent croire ceux qui refusent de regarder la réalité en face. Siège du MI6, les services secrets britanniques, à Vauxhall Cross, Londres. Monde. 22 millions de Yéménites ont besoin d'une aide d'urgence. Le journaliste Amin Saleh Gaber El-Safa a dû fuir son pays. Réfugié aujourd'hui en France, il témoigne des exactions, de la guerre, des souffrances d'une population civile prise entre les milices houthiste et les bombardements de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite avec la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Source L'Humanité 23 octobre. La sale guerre au Yémen fait beaucoup moins de bruit médiatique que l'affaire Khashoggi. Et pourtant, ces circonstances sont tout aussi atroces et le nombre de morts est incommensurablement plus grand. Sans oublier qu'elle est menée, très probablement, en partie au moyen d'armes françaises. Des gens attendent pour remplir leurs bouteilles de gaz à une station de réapprovisionnement dans un contexte de pénurie globale dans la ville de Sanaa. L'OTAN organise un exercice simulant l'attaque de la Norvège par l'armée russe. Trident Juncture est le plus gros exercice militaire de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide, avec la participation de 50 000 soldats venus de 31 pays, les 29 de l'OTAN, plus la Suède et la Finlande. Source Euractiv 24 octobre, en anglais. Présenter cet exercice comme une défense face à une agression russe est d'une rare hypocrisie, puisqu'il s'agit en réalité d'une manœuvre d'intimidation vis-à-vis de Moscou. La Russie n'a strictement aucune envie d'envahir la Norvège. À cause de son appartenance à l'OTAN, la France est embarquée dans une provocation, alors qu'elle devrait au contraire veiller à apaiser les tensions sur le continent européen. Carte des bases militaires encerclant la Russie et la Chine. Qui menace qui et qui provoque qui? Poutine dit que la Russie ciblera les pays hébergeant des missiles américains. Le président de la Russie affirme qu'il n'aura pas le choix si des missiles de moyenne portée sont installés en Europe centrale. Cela fait suite à la décision de Trump de dénoncer des accords de non-prolifération nucléaire avec la Russie. Poutine réaffirme qu'il préférerait ne pas avoir à mener ce genre de politique qui met l'Europe en danger. Source Yahoo 24 octobre, en anglais. Cessons d'être du côté de l'agresseur qui, en provoquant continuellement la Russie, fait courir de graves risques pour la paix. Et sortons au plus vite de l'OTAN. Face à Trump, la Chine et le Japon cherchent à surmonter leurs différends. Pour la première fois depuis 7 ans, le Premier ministre japonais se rend en Chine. Shinzo Abe se rend à Pékin, avant tout pour doper les échanges commerciaux en dépit des désaccords en matière géopolitique. Source Le Monde 25 octobre. Cette visite montre que Washington, en dépit de son influence, est loin de pouvoir maîtriser la situation en Asie. Saleh Work Zewde devient la première femme présidente de l'Éthiopie. À 68 ans, Saleh Work Zewde est élevée à la magistrature suprême de l'Éthiopie, devenant la première femme présidente de cette république démocratique fédérale. Un poste essentiellement honorifique, mais fortement symbolique. Un gouvernement avec autant de femmes que d'hommes a été nommé. Source La Tribune 25 octobre.
L'Éthiopie, malgré les difficultés qu'elle connaît encore, est dans une dynamique encourageante de modernisation, mais aussi de pacification, notamment avec l'Érythrée voisine. L'élévation de Madame Zewde au poste de présidente de la République est une chance pour la France, puisque ce nouveau chef d'État éthiopien est à la fois francophone et francophile. C'est une nouvelle preuve, au passage, que le concept de francophonie n'est absolument pas ringard, mais qu'il lui manque l'impulsion décisive des dirigeants européistes français. Madame Saleh Work Zewde est née le 21 février 1950 à Addis Abeba. Parfaitement francophone, elle a étudié au lycée franco-éthiopien de Gebre Mariam, puis est partie en France à l'âge de 17 ans. Elle est diplômée en sciences naturelles de l'université de Montpellier et parle couramment amarnia, c'est-à-dire l'amharique, la langue principale de l'Éthiopie, l'anglais et le français. Elle a ensuite effectué une carrière de diplomate qui l'a conduite notamment à être ambassadeur d'Éthiopie en France, également accréditée auprès de la Tunisie et du Maroc, et représentante permanente de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, dont les bureaux sont à Paris. Et c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Vers une hausse des tarifs mutuels après la réforme du reste à chaque... Quoi? Hein? Qui? Quoi? Mais... Je recommence. Madame Macron et la peinture grise à l'Élysée. Voilà Madame Macron qui est fidèle à la ganterie de luxe de Millau. Mince, je crois que j'ai oublié un truc. Ah, j'ai oublié un truc! Chérie, j'ai oublié un truc! Tu vas m'étrangler! T'as pas enregistré le téléphone? Non! C'est pas grave, on commence. Et n'oublie pas de dire bonjour. Mais t'as pratiquement plus de batterie au passage. Attends, parce que là j'ai fait une cagade. Bonjour. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une photo quoi? Oui. J'en étais sûr. Une vidéo comme ça, t'as assez. Bon, j'enregistre. Adieu. Addis Abeba.